vous propose donc que nous commencions ce webinaire. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont bien voulu se connecter. On va laisser les derniers nous rejoindre. On va quelques têtes, donc ravi de vous retrouver. Je suis vraiment ravi de faire l'introduction de ce webinaire. Alors, je vais faire dans la version. N'oubliez pas, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, pour nous assurer qu'il n'y ait pas de larcène, parce que c'est le sujet le plus inconfortable pour chacun d'entre nous. Donc, merci d'avance et merci de couper votre micro et a priori vous n'aurez pas à le réouvrir avant la fin de l'introduction de Georges, puisque nous avons convenu de faire les échanges et les questions à l'issue de sa présentation. Alors je vois que alors tu peux revenir, Georges, à la slide précédente. Donc un thème qui pour moi est passionnant parce que ça pose énormément de questions sur un certain nombre de changements qui sont extrêmement nombreux dans notre monde. On est face à un monde en profonde transformation, une quête de sens un peu dans tous les sens, c'est le moment de le dire, des transformations du rapport à la consommation, des transformations vis-à-vis des ressources et de l'impact sur la planète, des transformations des rapports au travail avec le télétravail, et puis une crise majeure, sanitaire. On n'est pas au départ dans une crise économique, on est dans une crise sanitaire que nous avions manifestement pas anticipé et qui peut modifier les priorités des acteurs, qui accélère un certain nombre de tendances et qui pose beaucoup de questions, mais qui aussi est dans un monde de troubles parce que beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'absence de visibilité, des acteurs qui sont fragilisés, même si la reprise de la consommation a été souvent meilleure que celle qu'on avait anticipée au moment du confinement. Et du coup, moi je trouve que dans un tel contexte, la question qu'on doit se poser, c'est effectivement de l'obligation pour les enseignes de la. Est-ce que, s'il vous plaît, premier volume. Merci. Beaucoup d'entre vous voulez bien. S'il vous plaît, encore le micro. Mais pourquoi Merci. Donc, du coup, j'ai un peu perturbé dans les propos. En fait, beaucoup de questions. Est-ce que, au contraire, définir en ce moment une raison d'être présente un risque parce que elle pourrait générer un manque de crédibilité du côté des consommateurs ou des collaborateurs. Aujourd'hui, certains d'entre vous sont très avancés sur le sujet. Je sais que les participants du Brochet ou de Nature à Découverte, il y a deux enseignes qui sont très avancées sur ce sujet, qui sont même allées jusqu'à des entreprises à mission que tu vas aborder tout à l'heure, Georges. En tout cas, beaucoup de sujets passionnants. Avant de te passer la parole, donc, soyez rigoureux sur les micros parce que c'est vraiment extrêmement désagréable. Ceux qui ne les ont pas éteints, faites-le, s'il vous plaît, et tout le monde d'intervention. Par ailleurs, en ce qui concerne les questions, donc vous êtes un peu habitués maintenant, il y a un chat qui vous permet de poser des questions, et avec Sophie Madinier, à l'issue de l'intervention de Georges, on essaiera de les synthétiser pour permettre à Georges de répondre à tout ou partie des questions. Si jamais, alors je prends un engagement à ta place, Georges, donc tu ne m'en voudras pas, mais en tout cas, si jamais on n'avait pas le temps de tout traiter, on essaiera de voir sous quelle forme on peut y répondre plus tard. À l'issue, on vous enverra également la présentation de Georges, et puis on vous enverra, parce qu'en fait ce travail
s'inscrit dans quelque chose qu'on a commencé il y a à peu près 2 ans avec Georges sur le sujet de la marque. Et notamment, on avait publié, à l'issue d'un travail collectif, un petit leaflet, un petit document. On vous enverra en même temps que la presse, qui s'appelle De l'enseigne à la marque, et dans lequel il y a un certain nombre de sujets, que je trouve passionnants et qui sont encore plus qu'avant, je pense, nécessaire dans le monde dans lequel on vit et qui est soumis à à beaucoup d'incertitudes, de complexité, que ce soit côté client ou côté collaborateur, voire même fournisseur, tous les parties prenantes de l'entreprise. Donc, j'en ai terminé. Georges, tu as la parole et la main sur la presse. Tu peux passer à la scène suivante et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci Emmanuel. Donc comme l'a dit, donc moi je m'appelle Georges Léoui, je suis globalement un spécialiste des marques et j'agis depuis une trentaine d'années sur le sujet. J'ai écrit quelques livres et j'accompagne les entreprises. À la fois, j'avais commencé dans le pré-Covid, puisque cette question des entreprises à mission, de raison d'être d'entreprise, est née en avril 2019, donc globalement 9 mois, une petite année avant le Covid. Donc j'ai accompagné déjà des entreprises sur cette question à l'époque. Et aujourd'hui, cette question est en train de rebondir, mais de façon un peu différente, avec à la fois plus d'angoisse du côté des entreprises, on va essayer de comprendre pourquoi, et plus de cristallisation, voire de polarisation autour de ces questions de raison d'être, d'entreprise à mission, de sens qui est donné à l'entreprise. Alors j'en prends pour témoin ce qui s'est passé cette semaine avec la déclaration de la ministre de la République, Barbara Pompili, qui est intervenue sur une éventualité de suppression de la publicité ou d'interdiction de publicité aux produits qui ont trop de sucre, qui sont trop gras, qui ont, je veux dire, trop d'impact environnemental et en particulier sur le CO2, avec des transports, avec des modes des types de voitures, et sans doute demain des produits qui viennent de très loin et qui arrivent ensuite dans les enseignes. Donc on voit qu'il y a une vraie cristallisation, à la fois la société s'empare complètement du sujet, et de l'autre côté, il y a une vraie cristallisation, une polarisation qui, en fait, n'était pas nécessairement dans l'idée initiale. Donc, quelques ouvrages que j'ai commis, et en particulier, j'ai beaucoup travaillé avec et sur la génération Z, donc on en dira quelques mots de façon complémentaire, et je travaille à la fois sur des ouvrages autour du branding, comme branding management, devenir marketing, et de l'écriture qui est plus personnelle, avec des romans comme Bovary 21, ou une pièce comme Bovary 21, qui normalement, on verra ce que va donner le Covid, devrait être jouée en janvier prochain. Donc voilà, globalement. Alors, le premier élément, c'est en effet, c'est une affaire qui est née, et qui est rare dans le cadre des entreprises, d'une volonté des pouvoirs publics. Et en fait, on s'est aperçu que la France avait un certain retard par rapport aux pays qu'on appelle anglo-saxons, globalement, sur ce qu'on appelle la Benefit Corporation, autrement dit, l'entreprise commerciale qui, à la fois, fait des bénéfices et apporte un bienfait au monde, à la planète et à la société au sens large du terme. Et donc, cette logique de Purpose Corporation et de Benefit Corporation, si vous voulez, est arrivée puisqu'en fait, ce qu'on appelle l'entreprise à mission, elle vise à réconcilier en fait deux mondes,
le monde économique, celui de la rentabilité de l'entreprise, et celui plus social, celui généralement qui était dédié aux associations, de faire le bienfait de la planète et le bienfait de la société, le bienfait des collaborateurs, au sens un peu large du terme. Donc on y reviendra. C'est en particulier deux personnalités qui ont pris le sujet en main, qui est Monsieur Senard, qui était le patron de Michelin, qui est aujourd'hui chez Renault, et Madame Nota, qui a été patronne de la CFDT longtemps et qui a été à la tête d'associations d'ONG non gouvernementales, voire d'entreprises de notation, qu'elle est d'ailleurs en train de vendre actuellement. Alors, de quoi s'agit-il et que nous dit le droit? Alors, avant, le droit disait qu'une entreprise, en fait, son objet, pour faire simple, c'était de ne pas faire faillite. Et donc, son objet, c'était de ne pas faire faillite et, si possible, de gagner des sous. Alors, pour en effet, les propriétaires, alors ce qu'on appelle généralement d'un nom plutôt péjoratif, les actionnaires, et donc qui était sur cet élément, donc c'était l'objectif de l'entreprise d'être rentable et de vivre, de survivre, de vivre, et si possible de rapporter des sous à ses actionnaires, à l'ensemble de la société. Et ce qui était ajouté en avril, en effet, 2019, c'est cette logique de raison d'être ou d'entreprise à mission qui consiste à dire c'est constituer des principes dont la société se dote pour le respect desquels elle n'entend affecter les moyens dans la réalisation de son activité. Alors c'est un langage qui est, je dirais, parfaitement technocratique, autrement dit, qui dit plein de choses sans dire grand-chose, mais si on fait simple, c'est de dire, finalement, elle s'engage sur une raison d'être, sur une mission, qui est de faire du bien à la société au sens large du terme, et elle va le mettre en avant, et en effet, c'est un élément qui est important. Sachant que la loi a prévu que cette mission, cette raison d'être, peut être modifiée, mais on va le voir tout à l'heure, que c'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est possible, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc, avant de se lancer dans cette affaire, réfléchissons à deux fois. Alors, en fait, si vous voulez, le statut d'entreprise à mission a trois éléments. Le premier élément, c'est de dire c'est une raison d'être au sens de l'article de la loi. Hein. Et donc, que nous dit l'article de la loi? Il nous dit quelque chose qui est assez vague, en effet. C'est un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Autrement dit, elle a une activité, elle se donne une mission complémentaire de poursuivre des objectifs sociaux ou environnementaux qui vont être développés. Et le troisième élément, qui va nous amener à quelques contraintes, c'est qu'il y a la création d'un comité de mission qui est en charge du suivi de l'exécution de la mission. Et donc, en fait, ça permet à l'entreprise de l'afficher auprès des tiers, et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'entreprises, on va le voir tout à l'heure, se sont immédiatement précipitées comme étant les premières à s'afficher dans leur domaine spécifique comme raison d'être ou comme entreprise à mission. Et donc, c'est une forme d'hybridation, en quelque sorte, entre le but altruiste et non lucratif d'une association et les objectifs de rentabilité d'une entreprise traditionnelle. Donc, dans cette affaire, je dirais qu'il y a un avant et un après Covid, en quelque sorte. Alors, comme je le disais, il y a des obligations et les juristes, je le pose tout de suite, posent quand même immédiatement, alors qu'on est loin, puisque ça vient d'être lancé, des conséquences qui peuvent être mises en place, mais pointe quand même quelques risques dans je dirais, la mise en place d'une raison d'être d'entreprise très officielle et dans la mise en place d'entreprises à mission également de façon très officielle. Le premier élément, c'est qu'il y a la constitution
d'un nouveau modèle de gouvernance avec la création d'un comité de suivi. Donc il y a un élément complémentaire, puisque c'est dans les statuts de l'entreprise, que ça va être inscrit dans les statuts de l'entreprise, donc il y a quelque chose qui est important. Ensuite, il y a la nomination d'un organisme tiers indépendant qui va surveiller que c'est bien mis en place et une vérification pour la première dans les premiers 18 mois et pour ensuite c'est tous les 2 ans. Donc c'est pas tout à fait, si vous voulez, de la direction de l'entreprise de dire youpi, on y va. Il y a un certain nombre de contraintes et les juristes pointent 2 risques. Le premier risque, en effet, c'est la méconnaissance par un dirigeant de la clause statutaire sur la raison d'être, donc la possible mise en cause du dirigeant, et la deuxième, c'est la possible mise en cause de l'entreprise qui n'assurerait pas en fait sa mission, si vous voulez, et qui se verrait opposé judiciairement par des tiers, une ONG, un groupe de citoyens, voire des collaborateurs, le fait que c'est pas mis en œuvre. Donc on essaiera de raisonner tout à l'heure pour voir finalement comment se situer et quelle décision prendre par rapport à ça. Alors, de l'autre côté, maintenant venons sur finalement ce qui nous enthousiasme et ce qui est positif, si vous voulez. De quoi s'agit-il pour l'entreprise? Alors, j'ai repris ce que nous dit Brice Rocher, qui est une des entreprises qui est les plus en pointe, un groupe Rocher aujourd'hui, et qui nous dit, ça oblige et ça nous invite, nous, entreprises, à nous interroger sur le pourquoi de notre existence et sur notre récit collectif. Qu'est-ce qu'on apporte comme récit collectif et quelle raison d'être on donne, quelle raison d'exister on donne à la société. Et donc ça oblige en fait l'entreprise à s'interroger sur son utilité vis-à-vis de la société dans un monde en mutation. Et le deuxième point sur lequel insiste beaucoup Brice Rocher, et on le reverra tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça ne peut se faire que dans le cadre d'une entreprise qui est profitable, et donc de mettre ça dans ses statuts, c'est également un engagement de profitabilité de l'entreprise. Donc, d'un côté, s'interroger sur son pourquoi, sur ce qu'on apporte à la société, globalement, son utilité vis-à-vis de la société et sa rentabilité. Et donc, c'est un des points sur lequel insiste beaucoup Brice Rocher et sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, un autre grand patron qui s'est lancé dans cette démarche avec son entreprise, un patron qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui, qui est le patron de Veolia, qui est Antoine Frérot, et qui a développé sa mission autour de l'idée ou du slogan ou de la signature « Ressourcer le monde ». Et ce que nous dit Antoine Frérot, et qui est intéressant, notre entreprise est prospère parce qu'elle est utile et non l'inverse. C'est son utilité qui est à l'origine de son attractivité auprès de ses clients. C'est son utilité qui nourrit l'engagement de ses collaborateurs, etc., etc. Et en fait, on le retrouvait déjà chez Brice Rocher, c'est la logique d'utilité d'entreprise. Et donc, ce que nous dit Antoine Frérot, c'est parce qu'on est utile, qu'on sert à quelque chose, pour la société, pour le monde, pour la planète, pour les gens, qu'on peut espérer être rentable. Et donc, c'est quand même extrêmement intéressant, si vous voulez. Ça signifie qu'il faut qu'on se pose la question sur l'utilité de l'entreprise dans laquelle on travaille ou à laquelle on participe. Alors, en fait, ça nous amène en effet à rejoindre ce qu'on appelle une nouvelle norme sociétale, le fameux for good, puisqu'aujourd'hui, on a du good un petit peu, je vais dire, à toutes les sauces, sans jeu de mots. Et donc, en fait, l'idée, c'est finalement de s'interroger sur, finalement, quel est le bon qui fait le bien. Et donc, finalement, c'est de dire, le bon fait le bien. Et donc, la question qui est à se poser dans ce fameux Go for Good, globalement,
si on parle de la mode, c'est se mettre d'accord sur ce qui est bien. Donc c'est la première chose, et on reverra tout à l'heure, et je vous donnerai une recette que j'utilise avec dans les entreprises, auprès des entreprises dans lesquelles j'interviens. Le deuxième, c'est de trouver les moyens de rendre les choses possibles. Donc le premier, se mettre d'accord sur ce qui est bien. Deuxièmement, trouver les moyens de rendre les choses possibles, et j'ajouterai d'ailleurs déjà d'avoir commencé. Et troisième point qui est le plus complexe, c'est reformer le modèle économique sur la totalité du business. Parce qu'en fait, les risques juridiques que j'ai pointés tout à l'heure, c'est sur ce troisième point que sans doute on va les trouver d'ici 1 an ou 2 ou 3 ans, si vous voulez, puisqu'en fait, c'est pas uniquement de dire on a mis un certain nombre de produits en vrac et qu'à côté, il y a des produits qui ont un double, triple, quadruple emballage en plastique, etc. C'est globalement, c'est réformer l'ensemble du modèle économique en ayant trouvé les moyens de rendre les choses possibles et sur un point sur lequel on s'est mis d'accord, qui est celui du bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je crois le plus important fonds d'investissement, qui est BlackRock, ou un des premiers, je n'ai pas vérifié, le patron de BlackRock, qui est Larry Fink, nous dit les profits et la raison d'être ne s'opposent pas, ils sont inextricablement liés. Il faut envisager une nouvelle génération d'entreprises focalisées sur la raison d'être. Autrement dit, j'allais dire, entre guillemets, pape du capitalisme, qui se dit sur aujourd'hui, il y a une vraie réflexion sur le modèle capitaliste qui est mené. Si on veut que ce modèle puisse continuer, puisse durer, eh bien nous, qui sommes des fonds d'investissement, nous allons miser majoritairement, voire peut-être exclusivement demain, sur des entreprises qui sont focalisées sur cette raison d'être et qui l'affichent aussi fortement que possible. Donc la boucle est bouclée, on part d'un besoin sociétal, en quelque sorte, ensuite d'une rentabilité d'entreprise, et qui se termine par ce que nous disent, en passant par les collaborateurs, et ce que nous disent, et en particulier les jeunes collaborateurs, puisqu'on sait que la génération Z est très attentive à que les choses aient du sens. Alors en fait, quand on s'interroge vraiment pourquoi cette génération est très attentive à ça, c'est qu'elle a une très forte estime de soi. Et comme elle a une très forte estime de soi, elle ne veut pas travailler dans des entreprises où leurs amis, leurs copains, leurs connaissances, les réseaux sociaux, finalement, leur disent « tu travailles dans telle entreprise et c'est pas possible et tu peux pas défendre finalement une manière de légitimité, une manière de recherche de sens si tu continues de travailler dans ce type d'entreprise. » Et donc, c'est cette logique d'estime de soi qui emmène autour de cette génération Z le fait de recherche de sens, et on le voit qu'aujourd'hui, c'est partagé par les plus grands financiers. Alors, partons pour essayer de voir comment concrètement cette chose s'est construite, et après, on mettra un peu de théorie et un peu de recettes autour de ça, des premiers exemples français. Je parlais tout à l'heure d'Yves Rocher, de Brice Rocher, donc continuons pour un slide sur Brice Rocher et Yves Rocher. Et donc, ce que nous dit Brice Rocher, c'est une précision. Être une entreprise à mission ne permet pas d'être de tous les combats. Alors, j'insiste beaucoup, j'ai repris cette phrase, parce qu'en fait, ce que je vois au sein des entreprises où j'interviens sur le sujet, c'est que très vite et très souvent, on se dit, faut faire une interrogation, faut faire un sondage de l'ensemble des collaborateurs. Et donc, nécessairement, il va remonter énormément de choses, qui sont des choses intéressantes. Et on va se dire, certes, il faut que les produits ne nuisent pas à la nature, qu'ils ne nuisent pas à la société, il faut sauver la banquise,
il faut faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre bien-être au travail et bien-être dans la vie, et donc passer à 3 jours et demi de travail, donc 28 heures, et 3 jours et demi de l'autre côté. Et donc, si vous voulez, ce que nous dit donc Brice Rocher et que j'ai cité tout à l'heure, si en effet une entreprise part sur cette logique de tous les combats, eh bien elle risque de mettre en péril sa profitabilité et elle sort du cadre de l'entreprise, de raison d'être d'entreprise et d'entreprise à mission. Et donc elle doit faire des choix, comme toujours dans le domaine du positionnement des marques, des entreprises, et se focaliser pour avoir plus d'impact. Alors, le choix qui a été fait par Yves Rocher dans, je dirais, la contraction de sa mission, c'est connecter ou reconnecter, les gens à la nature. Hein, la mission que donne le groupe Yves Rocher, dans lequel il y a Yves Rocher, mais il y a également Petit Bateau, le docteur Pierre Ricot et une dizaine d'autres entreprises et marques, si vous voulez, c'est reconnecter les gens à la nature. Alors, c'est intéressant de se reconnecter des gens à la nature, puisque c'est pas connecter, c'est reconnecter. Et tout à l'heure, chez Veolia, c'était pas sourcer le monde, c'est ressourcer le monde. Dans les deux cas, ça signifie qu'il y a une tension narrative qui est développée, et que dans cette tension narrative qui est développée, il y a un avant et il y a un après. Hein? Connecter les gens à la nature, ce serait une linéarité, une continuité. Reconnecter les gens à la nature, ça signifie qu'on a perdu la connexion, qu'on a perdu le lien et qu'on va le recréer. Ressourcer le monde, ça signifie que le monde avait une certaine virginité et qu'aujourd'hui on remonte à la source, hein, globalement. Et donc c'est assez intéressant, on verra qu'il y a un deuxième point tout à l'heure dans ces éléments, mais je vous demande de retenir ce premier point. Ce que nous dit Danone, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui était également une des premières entreprises parce qu'ils avaient déjà préparé le travail, qui était, ce que nous dit Danone nous dit une seule planète, une seule santé. On n'a qu'une planète, on n'a qu'une santé. Donc, veillons à ça et faisons en sorte, je dirais, de ne pas le détruire. Et alors, ce qu'a fait Danone, et c'est intéressant, et on va voir, on le retrouve chez Nature et Découverte aussi, le même état d'esprit. Pendant 40 ans, Danone nous a dit, nous, notre job, groupe Danone, c'est entreprendre pour la santé. Autrement dit, faire de la recherche des produits et développement, hein, des types Activia, de produits qui sont bons pour la santé, hein, qui sont si possible bons au sens large du terme pour le goût, mais qui sont bons pour la santé. Hein. Et ça a donné toute l'orientation stratégique de Danone qu'on connaît bien, l'abandon des bières, l'abandon progressif des biscuits, etc., si vous voulez, pour se focaliser sur l'eau, les laitages, les alimentations pour enfants, etc. Et aujourd'hui, l'évolution qui est faite, c'est de dire, donc on passe de entreprendre pour la santé à améliorer la santé des humains et de la planète. Alors on ajoute la planète, mais il y a encore une fois une tension narrative, un avant et un après. Améliorer la santé des humains. Ça signifie que la santé des humains s'est dégradée et que la mission que se donne le groupe Danone, une seule planète, une seule santé, c'est d'améliorer, de redonner du bien à la santé des humains. Je demande à ceux qui ont un micro ouvert de le couper, s'il vous plaît. Alors, toujours chez Danone, naturellement, ça embarque l'ensemble des collaborateurs, avec en particulier, mais c'était déjà depuis longtemps le cas, la possibilité pour des collaborateurs, en lien avec la mission de l'entreprise,
d'avoir un mois qui est à disposition d'une grande cause pour mener ce type d'action. Alors, ça a amené Danone, qui est certes un groupe, qui est une marque en soi, mais qui a de nombreuses marques, à dire bah, toutes nos marques doivent être des manifesto brands. Autrement dit, des marques, je dirais, actives et presque militantes. Donc ce sont des marques qui deviendront de véritables activistes au travers des convictions qu'elles posent. Donc, encore une fois, comme je le dis, ça doit embarquer tout le monde, hein, et tout le business de l'entreprise. Danone ne pouvait pas se dire ok, nous, sur la marque Danone, on va être aussi parfait que possible, mais il y a d'autres marques sur lesquelles c'est un peu moins le cas. Non, si le groupe ne veut pas être mis en cause et son président ne veut pas être mis en cause, c'est obligé d'embarquer un petit peu l'ensemble. Alors ça s'appuie, et on va le voir tout à l'heure, sur en fait qu'il y a un contrôle externe. Alors celui qui est le plus en pointe aujourd'hui dans les contrôles externes au niveau international, au niveau mondial, c'est B Corp pour Benefit Corporation, qui est aujourd'hui une manière de label, en quelque sorte, de marque ingrédient et de label, qui est développé avec et pour les entreprises à mission. Alors, sur B Corp, c'est uniquement fait pour les entreprises commerciales, et donc vous pouvez aller en ligne si vous ne l'avez pas fait, pour aller à titre de test, tester les 200 critères et de voir si vous avez au moins 80 critères positifs. Alors ça touche absolument tous les éléments de l'entreprise, les produits, les fournisseurs, les collaborateurs, etc. L'ensemble des éléments. Donc il y a un nouveau standard international qui est accessible et sur lequel vous pouvez aller. Et après, si vous décidez de continuer, c'est de se mettre en rapport avec B Corp qui enverra ces contrôles, j'allais dire, officiels. Alors Carrefour a été une des premières, Alexandre Bompard a été un des premiers, puisque ça s'est fait de mémoire, je crois, au mois de juin et juillet, donc 2 mois après la décision de pouvoir mettre dans les statuts sa raison d'être ou cette logique d'entreprise à mission. Et Carrefour nous dit, donc Alexandre Bompard avait déjà fait un gros coup de ménage quand il était arrivé, il avait décidé de pousser pas mal le bio, et il nous dit, on a tous droit au meilleur, et le job de Carrefour, c'est d'agir pour le bien, globalement, et donc c'est ce qui est annoncé, et comme voilà, c'était le 14 juin 2019, ça a été voté en Assemblée Générale, si vous voulez, à presque 100%, puisque c'est à 97,72%, et Alexandre Bompard ajoute, nous avons pour ambition d'être leader de la transition alimentaire pour tous. Ambitieux, hein? Leader de la transition alimentaire pour tous. Alors, c'est We Act for Good, hein? Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui est de dire, on a décidé d'agir concrètement pour que chacun puisse manger bon, sain, partout, tous les jours, et sans payer plus cher. Je vous relis ça, parce que pour une déclaration ambitieuse, c'est quand même très fort. Carrefour a décidé d'agir concrètement pour que chacun puisse manger bon et sain, partout, tous les jours, et sans payer plus cher. Donc c'est toute cette logique Act for Good qui est lancée. Alors, on voit bien quelque part les risques qu'il peut y avoir quand en particulier on s'appelle Carrefour et qu'on est le leader ou le co-leader et un des co-leaders mondiaux aujourd'hui de la distribution alimentaire. Puisque majoritairement, aujourd'hui, les entreprises à mission et les raisons d'être se sont développées dans des entreprises plutôt de taille moyenne, profitables. Et là, en effet, comme chez Veolia,
c'est des leaders mondiaux qui s'affichent là-dessus. Et donc, ce que nous dit Alexandre Bompard, c'est que c'est le grand défi de notre siècle. Hein. Et encore une fois, il y a un avant et il y a un après. Avant, on vendait le moins cher, peut-être pas le plus sain. Hein. Et aujourd'hui, on va essayer de vendre et le plus sain et le moins cher. Donc, pour l'ensemble, de telle sorte que le mieux manger, le bien manger, hein, on retrouve le bon et le bien de tout à l'heure, soit complètement à la portée des gens. Et ce que nous dit Alexandre Bompard, c'est que c'est le grand défi de notre siècle et la responsabilité historique de la grande distribution. Ça signifie qu'en effet, le leader prend sur ses épaules le discours de l'ensemble de la catégorie. Et c'est assez intéressant de voir en effet que c'est fait avec une grande force. Alors, donc ça se développe sur un certain nombre d'éléments dont certains peuvent nous sembler presque un peu faibles hein, par rapport à l'objectif qui est de donner. Un Carrefour propose plus de 750 références de produits issus du commerce équitable sur environ 50 000 produits, si vous voulez, d'un hypermarché. On voit que c'est quand même un petit peu restreint, disons, si vous voulez. Et mais l'idée, c'est de rendre accessible la qualité à un juste prix ou à un bon prix. Et donc, selon la formulation, on voit que c'est pas tout à fait sans risque non. Alors, la Maïf, qui, depuis, j'allais dire, aussi une quarantaine d'années, s'était affirmée comme assureur militant, et donc qui a, venant, j'allais dire, du monde des instituteurs et des professeurs, donc qui a développé cet élément, a été une des premières entreprises de service de se lancer et de s'engager sur la voie de l'entreprise à mission. Alors, c'est intéressant parce que quand on fait des produits, on peut essayer de bien contrôler, ou de mieux contrôler possible. Quand on fait du service, c'est compliqué. Puisqu'en fait, vous avez affaire à des collaborateurs. Hein. Ce que vous faites vous-même dans les enseignes, hein, il y a des collaborateurs. Et si une collaboratrice, un collaborateur est mal luné parce que il est malade, parce que il y a eu des problèmes de couple, parce que son boss est malade, parce que, etc., bien, nécessairement, c'est beaucoup plus difficile à contrôler que d'avoir à contrôler un produit donc initialement. Alors, la mission que se donne la Maïf, hein, donc assureur militant, alors c'est bien moins sexy que Act for Good, ou Reconnect People, c'est ce que nous dit la Maïf, c'est convaincu que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun. Nous la plaçons au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions. C'est notre raison d'être. Convaincu que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun. Et donc on voit que c'est exprimé de façon un peu plus complexe, un peu moins bien résumé, mais que c'est en lien, en effet, avec quelque part une assurance. Alors, ils ont été assez astucieux, puisque après le Covid, ils ont été le premier, alors qu'il y avait un grand débat, vous vous souvenez, avec, et qui n'est sans doute pas tout à fait terminé avec AXA, si vous voulez, ils ont été un des premiers à dire, on a fait des économies, puisque les gens n'ont pas roulé, il n'y a pas eu d'accident de voiture, donc on rembourse à peu près entre 5 et 10% de la prime immédiatement, et on n'attend pas que les gens nous demandent quoi que ce soit, et on le fait un peu spontanément. Et une deuxième action qu'a lancée la Maïf, c'est le recyclage automobile à partir de la filière de démolition. Et donc, comme il y a dans le domaine textile, que certains d'entre vous connaissent bien, une revente, hein, voire des sites qui en ont fait leur business, hein, du type Vinted, et où des groupes comme H&M se sont
en pas rédiffuser et reprennent vos vieux vêtements et vous donnent un bon d'achat à acheter chez H&M de 5 euros, je crois, parfaitement, eh bien, la Maïf a dit, pourquoi pas dans le monde automobile, au lieu d'envoyer à la casse les voitures, regardons si on ne peut pas récupérer un certain nombre de pièces détachées, qui a toujours existé, puisque c'est un métier qui existe, mais faisons-le de façon corporate, de façon institutionnelle, et donc on s'engage à, sur 30 000 véhicules qui partent à la casse, déconstruire, donc de récupérer les pièces sur environ 18 000. Alors ils en ont profité pour rendre leur logo un peu plus visible. Et donc, c'est de réaffirmer un point qui existait, mais qui était un peu sous-jacent, qui est le fait que la Maïf, c'est une mutuelle, et qu'une mutuelle, c'est pas une assurance commerciale, et que c'est déjà une corporation, une entreprise qui est entre le bien commun, déjà celui de ses sociétaires, et puis celui de l'entreprise qui a besoin d'une certaine rentabilité, donc de réaffirmer son ADN, comme l'avait fait précédemment et depuis longtemps une marque comme le Crédit Mutuel, qui en fait depuis maintenant à peu près 3 ans complètement son concept de storytelling, puisque sa narration qui est faite entre le gendre et le beau-père en particulier, c'est en effet, il y a des entreprises qui sont différentes des autres parce que, en effet, elles ont des sociétaires et que c'est les sociétaires qui décident. Donc, chez Michelin, Jean-Dominique Sénard a été donc un des présidents a été le président pendant pas mal de temps, si vous voulez, donc qui a porté cet élément à l'inverse de la Maïf. Michelin a développé un slogan qui est à la fois intéressant, quelquefois comme tout slogan un peu réducteur, à chacun une meilleure façon d'avancer, donc qui permet d'exprimer quelque chose, et en particulier qui soulève 2 points. Le fait d'aider au maximum à une mobilité qu'on appelle douce aujourd'hui, et donc qui est un des points importants. Et le deuxième point, qui est de favoriser partout où l'entreprise se trouve des projets humanistes et des valeurs de respect, donc qui est en particulier qui mettent au cœur de leur action de sponsoring et de mécénat. Donc 2 pieds, la mobilité, favoriser une mobilité la plus écologique possible, sachant que le pneu, naturellement, il vient de loin. Et deuxième élément, de développer dans cette façon à chacun une meilleure façon d'avancer, des projets aussi humanistes que possible. Et donc, c'est donc la mobilité comme fondement du progrès humain, puisque c'est un des points, et c'est là-dessus où on voit qu'il peut y avoir des éléments très controversés par rapport à la société, puisque vous vous souvenez que Barbara Pompili avait proposé, parce que ça ira jusqu'au bout, de ne plus faire de pub pour le tourisme de la Guadeloupe ou de la Martinique et je suppose la Réunion, parce qu'en effet, fallait aller en avion et que c'était trop loin et que ça avait une mauvaise empreinte écologique. Ça signifie que chez Michelin, comme chez toutes les entreprises qui développent une raison d'être, une mission, il y a 4 points qui sont développés. C'est revoir son ADN, il y a un avant, il y a un après, ressourcer le monde, reconnecter les gens à la nature et redonner une mobilité qui soit différente, offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, et donc ce qui n'aurait pas été le cas précédemment, donc dans l'ADN. Deuxièmement, de mettre en lien avec les objectifs stratégiques. Ça signifie que il y a sans doute des types de pneus pour des types peut-être de véhicules qui ne seront plus fabriqués par Michelin demain, d'orienter la R&D naturellement dans ce sens, et naturellement d'embarquer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.
Alors, j'ai pris quelques autres entreprises à mission pour voir que quelquefois, certaines entreprises se sont un peu précipitées sur un discours. Alors, je ne pointe personne du doigt, mais où on peut se dire que c'était entre l'avant et l'après, il n'y a pas une grande différence. Hein, je reprends ce que dit le Crédit Agricole, agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Donc, ils ont ajouté et de la société, mais le côté customer-centric ou consumer-centric existe quand même depuis pas mal de temps, à la fois dans les banques et ailleurs, et donc c'est un des éléments qui est, je dirais, un discours qui manque un peu d'aspérité pour faire ça. Bâtir la confiance en notre société, c'est un peu plus fort, mais ça reste un peu faible également. Et AXA, qui a été très remise en cause au moment du Covid et du remboursement d'un certain nombre de restaurateurs et de commerçants, si vous voulez, protéger et agir pour un futur serein, c'est un peu tautologique du métier, globalement. Et donc, c'est une question à se poser. En fait, la vraie question qu'il faut se poser quand on va écrire cette phrase emblématique, alors on peut la faire plus compliquée, comme la Maïf, on n'est pas obligé d'essayer de la sursimplifier, c'est de se poser la question, ce qui manquerait au monde, ou qui irait beaucoup plus mal, si en effet l'entreprise n'existait pas. Donc ça, c'est un des points qui est hyper important, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui manquerait si on n'existait pas? Si on ne sait pas répondre à cette question, c'est que on n'a pas encore mis en œuvre cette réflexion, en tout cas on n'est pas au bout du tout de cette réflexion. Alors, en effet, on est parti d'avril 2019 et ce qui s'est passé donc sur l'année ou les 2 années qui se sont passées, mais des entreprises n'ont pas attendu que la logique d'entreprise à mission, de réseau d'entreprise ait été permise, autorisée à mettre dans le cadice par les pouvoirs publics pour, en effet, avoir ce type d'approche. Alors, celle qu'on cite, je dirais majoritairement ou très souvent, c'est Patagonia, qui est l'entreprise d'Yvon Chouineur, qui est une entreprise mondiale, et qui nous disait en 1980 fabriquer le meilleur produit possible. Vous voyez ce que disait Danone, entreprendre pour la santé, et donc Patagonia nous disait la même chose, fabriquer le meilleur produit possible. Ne poser aucun prêt. Alors, aujourd'hui, ça nous amène à Patagonia existe pour sauver la planète. C'est un vrai saut entre là où on vient fabriquer le meilleur produit possible à Patagonia existe pour sauver la planète. Et la prise de conscience que nous explique Yvon Chouineur dans certaines interviews, c'est que ça s'est fait quand il a vu que certains de ses collaborateurs étaient malades, parce qu'il y avait des vêtements infroissables et il y avait une inhalation toxique qui était faite. Et donc, à partir de ça, il s'est dit, c'est plus possible. Et c'est le fameux élément de base du sermon d'Hippocrate, la médecine, qui est primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. D'abord, ce que je dois faire ne doit pas nuire aux hommes et à la planète. Et pour les entreprises qui sont les plus en avance, Patagonia existe pour sauver la planète. Et donc on passe en fait d'une logique d'unique storytelling, to be or not to be, to sell or not to be, à to do or not to be. Et ce qui fait en effet le passage de cette entreprise raison d'être ou à mission avec ce qui pouvait se faire dans les années précédentes, c'est qu'on est d'abord dans l'action avant d'être dans la narration.
Et donc, naturalité couverte dont parlait Emmanuel Leroc tout à l'heure, qui en effet a pas attendu avril 2019 pour se lancer dans cet élément, si vous voulez, c'est le même type de démarche. Ce que nous disait Nature et Découverte, nous créons les meilleurs produits du monde. Et aujourd'hui, nous créons le meilleur pour le monde. Hein, et on voit le distinguo, et on voit le saut qui n'est pas uniquement créatif, hein, qui est le saut d'action qui est développé autour de ça. Et ce que nous dit Antoine Lemarchand, donc le président de Nature et Découverte, il nous dit, en plus, il faut qu'il y ait des liens entre les gens. Et que le meilleur pour le monde, hein, globalement, et ça se développe déjà autour de la relation et qu'on passe d'une logique d'entreprise en relation à une entreprise en considération. Autrement dit, c'est pas uniquement du lien qui est créé, qui est développé, mais c'est un peu comme le disait la Maïf, c'est du care en quelque sorte vis-à-vis des gens, et c'est également de tirer les clients vers le haut. Je travaille actuellement pour une entreprise où ils se sont donnés en effet pour tâche que grâce à leur propre comportement, ça va avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble du comportement des clients. Alors, depuis l'origine, Nature et Découverte s'est appuyé sur Bicorp. Alors Bicorp, donc c'est plus de 3500 entreprises mondiales, c'est 150 secteurs et c'est plus de 70 pays. Donc on voit que c'est un mouvement, si vous voulez, qui est assez large et qui est assez mondial. Alors, quand même un petit mot sur la taille des entreprises. C'est plus facile, alors je n'enlève rien à Nature et Découverte de le dire, mais c'est plus facile, sans doute pour Nature et Découverte, dont le chiffre d'affaires global est un peu plus gros que celui d'un seul gros hypermarché. C'est un peu plus facile pour Patagonia, dont le chiffre d'affaires correspond à 5 hypermarchés, sans doute que pour Carrefour, qui correspond à des centaines et des milliers de points de vente. Et donc, Nature et Découverte, depuis l'origine, hein, ça reste modeste, puisque l'entreprise reste modeste, elle fait à peu près 250 millions de chiffre d'affaires, si vous voulez, mais reverse 10% de ses bénéfices nets chaque année, si vous voulez, pour nourrir un certain nombre de projets. Donc, il y a eu plus de 10 millions d'euros qui ont été débloqués et plus de 2000 projets qui ont été aidés. Alors, vous allez me dire, mais finalement, comment on définit un petit peu notre mission? Alors, naturellement, ça part de l'entreprise et ça part d'un peu rien. Donc, je me suis appuyé sur, entre autres, ce que j'écris dans mon bouquin Devenir une marque mythique, si vous voulez, hein, puisqu'en fait, un mythe, c'est une représentation qui existe depuis longtemps dans la tête des gens et qui est un schéma sociétal qui progressivement s'est imposé. Et je me suis appuyé également sur l'ouvrage d'Elisabeth Laville, que pas mal d'entre vous connaissent, hein, qui s'appelle Les marques positives, et Elisabeth Laville étant la patronne d'Utopie, qui est un cabinet qui accompagne en effet les entreprises. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que depuis qu'on est tout petit, on ne sait pas toujours ce qu'on veut, mais on sait très bien ce qu'on veut. Et donc, on sait qu'on n'aime pas la soupe ou qu'on n'aime pas tel type de soupe et qu'on est prêt, c'est l'image d'après que je n'ai pas mise, de renverser l'assiette qui aura ce type de soupe. Et donc, ça s'appuie sur un schéma que j'utilise depuis maintenant une vingtaine d'années et que j'ai emprunté aux linguistes qui ont analysé les mythes, les contes, les légendes qui ont été inventés il y a 10 000 ans et comment se fait-il qu'elles soient arrivées à nous.
alors que ça racontait des histoires un peu bizarres là, qui ne parlent pas du tout. Et en fait, c'est un schéma unique sur quasiment toutes les légendes qui sont arrivées à nous. C'est toujours quelqu'un, un émetteur qui raconte une histoire à un récepteur. C'est toujours l'histoire d'un héros. Ce héros, il a une mission à accomplir, et cette mission à accomplir, c'est de lutter contre un fléau. On retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un avant, il y a un après. Il y a un salaud qu'il faut combattre. Et ce salaud qu'il faut combattre, eh bien, il faut y arriver, et on ne va pas y arriver tout seul. On va y arriver grâce à ce que les linguistes appellent l'adjuvant, c'est-à-dire des preuves concrètes, et en particulier, une preuve concrète, symbolique, très forte. Alors j'insiste beaucoup sur le côté symbolique, parce que quand j'interviens dans les entreprises, je m'aperçois que, en effet, on me sort un château de preuves qui sont toutes aussi convaincantes les unes que les autres, mais qui ressemblent un peu à du MeToo de ce que font les autres entreprises. On n'est pas tout seul. Donc il faut qu'on en trouve une, même si elle n'est que symbolique, mais qui vous appartienne absolument. Vous voyez, H&M a été un des premiers, et c'est un des rares à donner directement de l'argent, ou un bon d'achat, quand on ramène un vêtement. Et ce qu'il y a à H&M qui était vraiment sur la logique du monde ancien, de la fast fashion, est en train progressivement de basculer dans l'esprit du public, même s'ils sont rattrapés régulièrement par quelques affaires, sur le côté, non, finalement, malgré leur taille, ils sont pas si mal que ça. Et c'est grâce en particulier à cette preuve symbolique, je ramène ma veste ou ma chemise et on va me donner de l'argent tout de suite. Et donc c'est cette logique en effet que l'entreprise elle a pris au moins cette preuve symbolique de façon très forte. Alors il y a plein d'autres preuves si vous voulez qui sont développées, mais celle-ci est symbolique très forte et c'est au-delà du combat que mène l'entreprise, la marque, dans son storytelling et dans sa quête de raison d'être, quelle va être la preuve symbolique qui va faire la différence par rapport aux autres acteurs qui vont être développés. Donc, ça signifie que dans la raison d'être, l'entreprise à mission, il faut construire et savoir raconter, storyteller l'ennemi et agir en conséquence. En fait, le storytelling, depuis l'avènement des réseaux sociaux, pour être efficace, a besoin de se construire à partir d'un fléau, d'un ennemi, d'une véritable opposition. Bon, c'est la logique, alors on peut le regretter si vous voulez, des gens qui ont fait quelques humanités un peu comme moi le regrettent, mais c'est un peu la logique Twitter, et on voit bien ces oppositions binaires qui se développent en permanence, ou cette logique Instagram qui est développée. Pourquoi? Parce qu'elle passe d'abord souvent par l'image, et que passant par l'image, nécessairement, c'est moins serein qu'un discours avec toutes les nuances qu'il peut y avoir. Donc ça signifie qu'il va falloir dialectiser la tension narrative et de dire, voilà, nous on se situe très clairement d'un côté. Et donc c'est un des points qui est important. Alors quel émetteur? C'est souvent la grande question. Alors est-ce que c'est le président comme Alexandre Bompard? Est-ce que ça va être une ONG comme le WWF qui va servir alors soit d'adjuvant, soit en effet d'émetteur, soit c'est un penseur, soit etc. Quelle preuve? Là, va falloir trouver en effet des preuves symboliques fortes qui vont être développées, et on voit bien que les adjuvants peuvent ne pas manquer, de Pierre Rabhi à Nicole Lota, etc., qui sont développés. On voit tout le discours qu'il peut y avoir également du côté de Bill Gates, qui est à la fois une action lui-même et quasiment une marque lui-même, et presque une preuve qui est développée, mais également des débats qu'il peut y avoir, parce que nécessairement, plus on est puissant, et plus c'est compliqué, plus en effet on se met en risque.
Alors, j'ai puisé dans l'ouvrage d'Elisabeth Laville 9 batailles de raisons d'être qui peuvent être développées. Je crois qu'elle en met un peu plus, mais j'en ai 2 ou 3 qui m'ont semblé un peu faibles. Et donc, je vous ai mis les 9 qui me semblaient plus importants. Le premier, c'est en effet le financement de causes sociales et environnementales. Et on voit que Patagonia, depuis l'origine, non seulement a eu des produits qui étaient un peu différents, si vous voulez, des produits qu'on pouvait trouver chez Jiffy ou ailleurs, mais également mettait 1%. Alors là, j'ai mis de ses ventes tout à l'heure, j'ai mis de ses bénéfices, je crois que c'est de ses bénéfices, à des ONG gouvernementales. C'est Toms qui dit vous en achetez un, on en demande. C'est Newman's Own qui reverse 100% de ses profits à des associations. C'est le 1%, le 1% pour la planète qui est développé, si vous voulez. Et donc, c'est la première idée. La deuxième idée qui commence à être, à défaut d'être banalisée, mais qui a été très forte, c'est l'égalité femmes-hommes. On se souvient des campagnes d'Always, de lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune âge, mais Love l'a fait également. Que John Lewis ne propose que des produits unisexes pour les enfants. Ariel a fait une campagne sur le partage des tâches ménagères entre les hommes et les femmes, si vous voulez. Troisièmement, c'est la diversité et l'inclusion. Dove a été en effet une des marques bien avant cette logique à mission qui a développé ça. C'est Mac qui dit à peu près la même chose. C'est ce qu'on dit que les hôtels qui traitent les personnes handicapées comme les autres clients. Donc, il y a beaucoup travaillé sur cet élément d'inclusion, si vous voulez. Ensuite, là, on touche au cœur de quelque chose qui est compliqué, qui est la lutte contre la surconsommation. Donc, c'est toutes les batailles sur le boycott du Black Friday, et certaines marques et enseignes se sont lancées complètement là-dessus en disant, nous, on ne fera pas de Black Friday, on le sait très bien. C'est une mode qui est plus slow, etc. Et puis, c'est ce qu'on voit avec Vinted dans une certaine mesure, c'est un programme de Lisa Jean où on a un abonnement mensuel pour 7,50 € pour avoir un jean nouveau qui est développé et où finalement la preuve symbolique fait quasiment la mission de l'organisation et de l'entreprise. C'est le développement local. C'est Camille qui dit, nous, on arrête de fabriquer ailleurs. C'est une fabrique made in France. Et alors, on sait que ça marche, à la fois en raison d'être, mais également en communication. Souvenons-nous du slip français, par exemple, qui est une des belles réussites textiles. C'est Lululemon qui propose aux professeurs de yoga de faire le soir leurs cours dans leurs locaux. Et c'est la fameuse saga Intermarché, qui était avant l'entreprise à mission. On se souvient de ces films extrêmement émotionnels du garçon qui tombe amoureux de la caissière et qui progressivement va acheter que des légumes, voire des légumes bio, et va se convertir complètement parce que Intermarché est en local et est complètement sur cette logique de la fraîcheur et avait développé initialement, vous vous souvenez, cette campagne que j'adore, qui sont les légumes moches, globalement, les fruits et les légumes moches. Et donc, si c'est d'à côté, ils sont pas calibrés parce qu'ils passent pas par Rotterdam. Donc, ils peuvent être moches, mais c'est comme ça. Mais ils sont d'à côté. Contre la crise du climat, donc Voyageurs du Monde qui s'exprime beaucoup là-dessus et qui compense, je dirais, les émissions qui peuvent être faites. C'est Nature et Découverte, encore lui, mais comme ils font bien les choses, on est bien obligé de les citer. Mettre en place une comptabilité carbone à côté de la comptabilité financière, c'est des hamburgers végétaux, etc. C'est contre les déchets. Donc, naturellement, quand on passe au vrac, on lutte contre les déchets. Alors moi, je suis très frappé quand je fais mes courses au marché ou quand je fais chez Biocop, en effet, par le fait que c'est loin d'être majoritaire,
mais que une partie des gens viennent avec leur sac et donnent au marché, voire à mon maraîcher, même s'il n'est pas bio, lui donne les sacs en papier qui sont utilisés. C'est Nike qui s'est lancé là-dessus, c'est Cogent, etc. Donc le 8e, c'est le bien-être animal. Et c'est des marques comme nous qui sont extrêmement engagées là-dessus, hein, et donc qui sont finalement des produits cosmétiques véganes qui sont importants. Alors quelquefois il y a un peu de l'abus, hein, je lisais également sur certaines bouteilles de vin qu'elles étaient véganes. Là en effet c'est un peu tautologique et il y a un peu d'abus puisque j'espère que dans le Côte-du-Rhône ou d'autres vins, il n'y a pas en effet du sang d'animal qui soit mêlé au sang de la vigne. Et donc, je pense que des fois, c'est un petit peu, on tire un petit peu et on fait un peu de purpose washing. C'est The Body Shop qui avait été un des premiers là-dessus. C'est les chaussures Veja qui sont sans cuir, etc. On peut en citer aujourd'hui des centaines qui ont été développées là-dessus. Et puis alors, le 9e que je réserve, c'est celui contre la malbouffe, hein, et Carrefour et Danone, si vous voulez, l'un sur la transition alimentaire, l'autre sur la révolution de l'alimentation. Fleury Michon qui s'est beaucoup exprimé là-dessus, en disant venez vérifier. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, puisque c'est des transformations de catégories complètes. Et donc, nécessairement, si vous voulez, c'est une logique quelquefois plus des petits pas que celle des grands pas radicaux, et donc des mises en risque un petit peu juridiques qu'il peut y avoir. Alors, comment s'y prendre, en fait, un petit peu concrètement, une fois qu'on a vu un petit peu un certain nombre d'exemples, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est ceux qu'on connaît le plus que j'ai retenus, sur lesquels j'ai essayé de raisonner, hein, et de se dire, il y a un avant, il y a un après. Il y a une manière de combat, donc de tension narrative, donc de difficulté à expliquer. Et il y a au moins une preuve symbolique, il y a plein de preuves, mais il y a au moins une preuve symbolique qui va causer à tout le monde tout de suite, hein, et qui ne sera pas uniquement une preuve technique qui va être développée. Donc le premier élément sur la méthode, c'est en effet de définir cette raison d'être, hein, de définir ce combat, de définir cette raison d'être. Le deuxième, et c'est de se dire, cette raison d'être doit avoir un pourcentage important du chiffre d'affaires qui est en lien avec l'engagement, et à terme, sans doute, 95%, 90%, 95%, 100%, si on veut éviter les problèmes juridiques, si vous voulez, qui vont être développés. Deuxième élément, la transparence. Est-ce que la marque est prête à revendiquer cet engagement? Est-ce qu'elle est prête à donner accès à toutes les informations, puisqu'il va y avoir des vérificateurs externes qui vont venir, et quand c'est des entreprises de la taille de Carrefour, on peut faire confiance à pas mal d'ONG de se mêler, si vous voulez, de cette affaire, c'est-à-dire qu'au-delà des certificateurs, je vais dire, admis ou qu'on a invités, il risque d'y avoir des certificateurs non invités, si vous voulez, et à participer avec des ONG à l'évolution concrète du métier. Le troisième point, c'est l'action, c'est sur toute la durée, c'est d'embarquer tout le monde, les actionnaires, les salariés, la cité, les fournisseurs, etc. Puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en particulier autour des marques textiles, c'est du côté des fournisseurs, hein. Vous voyez H&M et l'affaire des Ouïghours, que finalement les entreprises, les grandes entreprises sont souvent remises en cause et accepter naturellement des contrôles qui sont indépendants. Alors, 5 précautions à prendre. La première, c'est que la raison d'être doit être concrète. Si votre raison d'être, c'est un peu trop intello, si c'est pas concret, si ça cause pas tout de suite aux gens, laissez tomber, c'est que vous n'êtes pas au bout. Vous ne l'avez pas exprimé de façon assez forte. Deuxièmement, c'est des preuves irréfutables. C'est pas uniquement des preuves, c'est des preuves irréfutables.
Parce que naturellement, si vous donnez des preuves et qu'il y a une brèche dans la preuve, vous allez vous en ramasser plein l'infini. C'est que l'ensemble de votre business est en transformation. C'est qu'il y a des mesures, des contrôles qui, eux, sont peu contestables. Naturellement, si vous prenez en contrôle une filiale qui va faire le contrôle de la maison mère ou une équipe, je dirais, qui a été créée un peu ad hoc, comme quelquefois j'ai l'impression que certaines entreprises voudraient le faire, nécessairement, il y a un moment ou un autre, ça ne marchera pas. Et c'est une participation de tous avec un engagement qui vient d'en haut. Puisque je vous rappelle que si la raison d'être ou la mission est inscrite dans les statuts de l'entreprise et est reprise sur le CABIS, le premier responsable, c'est le président de l'entreprise. Alors, top-down ou down-up, c'est l'affaire de tous, globalement, faut embarquer tout le monde. Alors, ma suggestion sur un comité de pilotage, c'est que il faut un petit comité de pilotage et de proposer aux collaborateurs, certes, de s'exprimer, mais quand le travail est avancé, en tout cas quand il y a une partie du chemin qui a été fait, de proposer aux collaborateurs de s'exprimer sur des voies, leur laisser éventuellement la possibilité d'ouvrir d'autres voies, mais de leur permettre de s'exprimer sur 3, 4, 5 voies qui leur sont proposées pour développer, ou expression de cette voie, pour développer la raison d'être, ce qui évite ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on veut refaire le monde autour de l'entreprise qui risque de poser quelques soucis à la fois de crédibilité assez vite et de rentabilité sûrement. Alors, le fait de commencer, pour ceux qui n'ont pas fait cette démarche, est plus difficile aujourd'hui qu'il y a un an, puisqu'en fait, pour que ça marche, comme toujours en communication, il faut que ça soit différenciant, pour que ça soit pertinent, il faut que ça soit différenciant. Donc, si c'est la même chose que tout le monde, vous mettez vraiment en risque, que finalement, à commencer par vos collaborateurs, disent bof. Qu'est-ce qu'on apporte de plus que les autres? Rien de plus que les autres. Donc, finalement, on fait du discours et on fait du purpose washing quelque part. Sachant que on s'aperçoit que des critiques commencent déjà à apparaître, c'est vraiment très récent. La première, c'est de dire c'est déconnecté du métier. C'est bien de vouloir sauver la banquise, mais est-ce que finalement nos vêtements, nos chaussures, nos emballages sont déjà complètement irréprochables? Deuxième élément, c'est de faire du charabia. Je dis pas que la Naïf a fait du charabia, mais faut se gratter un peu la tête, si vous voulez, pour comprendre vraiment ce que ça veut dire. Le risque, c'est en effet, c'est que les gens disent c'est du purpose washing, c'est du good washing, globalement. Et puis les risques internes, et qu'en fait, c'est l'interne qui est au premier chef embarqué dans cette affaire, et qui risque de dire, mais on ne sait pas, n'oubliez pas, mais vous le savez déjà, que sur les réseaux sociaux, ceux qui s'expriment souvent le plus sur une entreprise, c'est les collaborateurs. Alors, aujourd'hui, certains grands patrons, qui étaient partis un peu enthousiastes, commencent à s'interroger eux-mêmes. Le PDG d'Unilever dit dans Stratégie, le wok ou le good washing nous infecte, il est polluant, il met en péril ce qui permet de résoudre nombre de problèmes dans le monde. De plus, il menace de détruire encore plus la confiance dans notre industrie qui n'en a déjà pas beaucoup. Vous êtes un lessivier, vous développez un certain nombre de marques qui viennent de loin sur le game, et globalement, vous essayez de faire des pas et d'avancer. Naturellement, vous n'êtes pas parfait, puisque
le fait d'être parfait, ce serait presque la destruction de l'entreprise, hein, si vous vouliez être parfait du jour au lendemain, le fameux du jour au lendemain. Autant chez Yves Rocher, on vient déjà d'un monde qui, à défaut d'être parfait, était déjà pas mal. Autant quand on est un lessivier, sur le côté du green en particulier, on vient d'un monde qui vraiment est très loin. Et donc, c'est la contrainte que vit une entreprise comme Procter ou comme Unilever, qui voulait y aller assez sereinement et qui s'interroge sur finalement qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, puisque ce ne sera pas fait, en tout cas ce ne sera pas parfait du jour au lendemain. Je discutais récemment avec un de mes amis qui est un patron Europe de Coca-Cola et qui me disait on va vers des bouteilles de 100% recyclables. Alors c'est des efforts gigantesques hein, pour eux, des difficultés, des efforts gigantesques, et en même temps, le public dit non, c'est des bouteilles en plastique, c'est la même chose qu'avant. Hein. Et on voit toute cette difficulté qui peut y avoir. Donc mes préconisations, je me suis donné jusqu'à midi, et après on aura du temps pour les questions et les réponses. Ma préconisation, c'est de dire, le monde dans lequel on est, le job, vous êtes obligé de le faire. De toute façon, il faut donner du sens, une raison d'être à l'entreprise. Mais il va falloir le mettre en storytelling, ce que j'appelle en mythe, hein, de voir quelle est la grande cause, finalement, que l'on va développer autour de la raison d'être de l'entreprise, hein, quelle va être la preuve symbolique qui va être développée. Et à l'issue de ce travail, ou en tout cas quand il sera déjà pas mal avancé, de se poser la question, si on veut inscrire ça en raison d'être dans ces statuts, ou entreprise à mission, puisqu'il y a deux niveaux hein, globalement. Alors aujourd'hui, c'est pas très clair hein, encore, mais je suppose que juridiquement ça va se préciser. Raison d'être étant un premier niveau et entreprise à mission étant plus coercitif, étant, je dirais, l'objectif un peu ultime hein, globalement, et celle qui est inscrite sur le cabis, hein, qui est le fait que c'est une entreprise à mission, alors que la raison d'être elle est dans les statuts, mais c'est pas écrit entreprise à mission comme, si vous voulez, société anonyme, société à responsabilité limitée, SAS. Donc, entreprise à mission, c'est un vrai statut, si vous voulez, qui est développé et sur lequel il sera sans doute pas très facile, si vous voulez, de revenir une fois que c'est gravé un peu dans le marbre. 3 points sur, premièrement, agir sur la réalité, une fois que c'est défini, de chacun des publics visés, théoriser, et donc je m'aperçois dans la réalité que dans le concret, les entreprises qui m'interrogent partent de quelque chose qu'elles font déjà en réalité, en disant, bon, on fait ça, est-ce que ça peut être un driver pour faire mieux, pour aller au-delà? Ensuite, le théoriser, en faire un système de pensée, un système de vie, et passer, dans ce cas-là, du comment, hein, qui est le premier élément, au pourquoi, le fameux why sur lequel on s'interroge tous, et après, le mettre en récit pour le partager. Donc, se dire, finalement, on fait déjà des choses, c'est pas mal. Ok. Sur quel public on agit, comment on agit, c'est le fameux comment, en haut. Ensuite de dire, mais c'est une vraie raison d'être, c'est une vraie pensée, c'est un mode de vie, hein, c'est pas uniquement un cadre de vie, c'est un mode de vie, et donc passer au why, et après le mettre en storytelling, et ça, on sait assez bien faire, et de voir en effet toute la tension narrative dont je parlais avant, de l'intégrer complètement là-dessus. C'est en effet une approche sociétale. Hein. Rappelons-nous que l'origine vient, entre autres, de Jean-Dominique Sénard, qui, un jour, dans une réunion du MEDEF, a posé la question à ses pairs.
il leur a demandé s'ils osent souvent avouer que leur seul objectif est de gagner du pognon. Hein, belle question. Et donc, à partir de ça, si vous voulez, ça a lancé complètement le débat. Et donc, Nicole Notat, avec sa caution ONG, a pris le relais, sachant que Nicole Notat, venant de la direction de la CFDT, avait toujours pointé cette question, qui est quand même sous-jacente derrière la raison d'être et l'entreprise à mission. Le capitalisme a toujours fait l'objet de débats animés par ses théoriciens et praticiens au sujet de la place du social dans la création de valeur. Autrement dit, ok, une entreprise c'est pour créer de la valeur, qu'est-ce qui est en partage avec la société, et aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque, avec la planète, avec le climat et avec l'environnement. Hein, s'ajoute aujourd'hui la question environnementale. Donc la prise de conscience de l'interdépendance des fins et des moyens. Des fins et des moyens. Et donc elle propose une autre définition d'entreprise à mission, ce qu'on appelle l'économie sociale de marché. Alors, c'est pas neuf non plus, puisque, vous voyez, les mutuelles viennent de là. Alors, quand elles sont devenues très grosses, elles l'ont un peu oublié, certaines reviennent dessus. Mais les coopératives agricoles viennent de là. Hein, et je vous rappelle que 80% de l'agriculture française aujourd'hui, ce sont des coopératives agricoles. Et donc, il y a une vraie logique, alors, qui avait intégré le côté social pour les agriculteurs, qui n'avait pas intégré tout à fait jusque-là pour les consommateurs, qui n'a pas toujours intégré les enjeux environnementaux, mais on voit que la base de ces structures existe. En fait, c'est une question qui a été posée depuis longtemps, en particulier par André Constant-Ville, que j'apprécie en particulier par la clarté de ses raisonnements, le philosophe, qui avait écrit un livre, Le capitalisme est-il moral? Et il avait donné une réponse, il n'a pas uniquement posé la question, comme le font quelquefois certains auteurs, il a dit le capitalisme est amoral. Hein, donc, c'est pas une logique de morale, l'entreprise et le système sur lequel est assis l'entreprise, c'est pas un système ni moral ni anti-moral, c'est un système qui est amoral. Hein. Il est neutre globalement, là, parce que la morale n'est pas rentable, et il dit c'est là où on a besoin des deux. Et c'est là où on retrouve en effet le débat sur l'entreprise à mission, ou la raison d'être de l'entreprise, puisqu'en fait, il faut que ça soit rentable, hein, ce que nous dit Bicorp. Hein. Si c'est pas rentable, eh ben, l'entreprise n'aura pas le label Bicorp, elle ne pourra pas l'avoir. Donc il faut qu'elle soit rentable, et en même temps, qu'elle sache se donner une ambition, un but, qui est celui de développer un mieux, un bon, un bien pour la société. Voilà, chers amis, j'ai essayé de synthétiser un petit peu tout ce que j'ai pu trouver, tout ce que j'avais en tête, à la fois tout ce que je théorise depuis une vingtaine, trentaine d'années, et ce que j'ai pu capter aujourd'hui un petit peu à droite à gauche, à la fois dans la pratique et un petit peu dans la théorie. Mais je suppose que vous avez plein de questions. Alors, merci Georges, donc Emmanuel, j'ai pas réussi à remettre la vidéo, mais c'est pas grave. Alors, sur le chat, vous avez été peu prolixe, donc ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas de questions. Donc on peut pas en tout cas utiliser le chat. Donc en tout cas merci Georges pour tout ça, très passionnant et qui pose beaucoup de questions, qui est notamment l'utilité de l'entreprise. La question que j'ai beaucoup, enfin on en avait déjà parlé tous les deux, mais de dire qu'est-ce qui se passerait si on n'existait pas. C'est un truc qui fait un peu peur, mais qu'est-ce qu'on apporte à la société. Et du coup, est-ce que parmi vous certains souhaitent se lancer dans une première question, donc en tout cas si c'est le cas, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro, donc allez-y, Georges est là pour répondre.
personne se décide. Moi, je vais en poser une tout de suite. En gros, on voit que les enseignes, enfin, le commerce est télescopé par énormément d'enjeux sociétaux. Ça a toujours été vrai, mais ça s'est, comment dirais-je, accéléré compte tenu des problèmes environnementaux, des problématiques de moins consommer, de déconsommation, d'écologie, enfin, il y a plein de sujets. Je vais poser une question un peu directe. Est-ce que tu penses que, évidemment sans citer de nom, mais est-ce qu'il est possible qu'il y ait aujourd'hui des enseignes qui ne seraient pas en capacité de trouver une raison d'être? Dans la façon dont le métier est fait sur certaines enseignes aujourd'hui, on peut le dire. Mais quand on interroge les entreprises, on s'aperçoit qu'elles ont commencé à faire des choses. Et comme elles ont commencé à faire des choses, si du petit bout de la ficelle, de la flotte, on commence à tirer dessus, là on commence à travailler sur en effet une raison d'être qui commence à être intéressant en disant mais ça veut dire quoi ce qu'on fait? Et donc si ça veut dire quoi, est-ce qu'on peut le pousser plus loin? Jusqu'où est-ce qu'on peut le pousser? Comment on peut l'exprimer? Comment on peut éventuellement le modifier, mais à partir de quelque chose? Parce qu'en fait, beaucoup d'entreprises dont on n'a pas parlé parce qu'elles ont été en redressement judiciaire ou autre, qu'elles ont eu quelques soucis, c'est le marché quasiment qui a dit elles ne servent à rien. Puisqu'en fait, si une entreprise, une enseigne, elle sert à quelque chose, elle marche bien. Alors, soit elle sert à quelque chose pour beaucoup de gens, elle sert pour beaucoup de gens, et donc, dans ce cas-là, elle va continuer d'être florissante, soit elle sert à quelque chose pour peu de gens, et ça va devenir ce qu'on appelle une marque de niche, en quelque sorte, mais elle va être utile pour un certain nombre de gens. On voit très bien Patagonia ou Nature et Découverte. C'est pour ça que je citais les chiffres. C'est pas du tout pour réduire leur intérêt, mais ça signifie que on voit que Nature et Découverte, c'est à peu près 250 millions, 260 millions de chiffre d'affaires. Un gros hypermarché, ça toise les 200 millions. Un seul. Et donc, la moyenne des hypermarchés, des gros hypermarchés, c'est 150 millions. Donc, on voit que Nature et Découverte a une vraie utilité pour une cible restreinte. Et Patagonia aussi. Il n'y a pas du Patagonia partout, il y a peu de points de vente, etc. Donc, quand on travaille, on y arrive, mais aujourd'hui en particulier dans le monde du textile, qui ont été les entreprises qui ont été les plus touchées, du textile ou de la chaussure, les entreprises n'ont pas eu nécessairement, n'ont pas été perçues comme ayant une mission. Alors, je lis une question de Pierre. Comme vous l'indiquez, Benefactor vient du monde anglo-saxon et un certain historique. Comment cela a-t-il évolué après les années enregistrement, vérification, quel bilan? Pour l'instant, ce label, mais finalement, ça reste un label privé, mais pas valorisé par politique. Bon. Donc, la première question, elle est intéressante parce qu'elle est perfide. Il n'y a pas tant que ça d'entreprises à mission. Ça existe depuis maintenant plus d'une décennie, si vous voulez.
Et globalement, il y a 3000 entreprises. Donc, 3000 entreprises, majoritairement, alors quelques très grosses, hein, mais majoritairement de taille moyenne. Donc, ça signifie que c'est une vraie réflexion et c'est pas aujourd'hui un mouvement du type tsunami qui est développé. Hein. C'est un certain nombre d'entreprises. Alors, ça permet en particulier d'attirer les meilleurs collaborateurs, mais les entreprises anglo-saxonnes qui, elles, font très attention au juridique. C'est-à-dire quand elles s'engagent sur quelque chose, elles savent qu'elles risquent d'avoir une class action très vite qui leur tombe dessus en disant mais vous ne le faites pas. Et donc si vous ne le faites pas, vous devez à la société quelques centaines de millions de dollars, quelques milliards de dollars parce que en fait vous avez menti dans cette affaire. Donc en effet c'est une question intéressante mais un peu perfide. Alors label privé Bicorp, oui. Est-ce qu'il y aura un label public tel qu'on connaît la France? On peut dire oui, sans doute, hein, puisque c'est un pays, j'allais dire, de normes, hein, on le voit, et que l'État aime bien, et que nos fonctionnaires aiment bien fabriquer des normes, etc. Donc, on peut le penser. Alors, c'est un peu tôt aujourd'hui. Je pense que généralement, les lois, les normes sont créées lorsque la société, les pouvoirs publics s'aperçoivent qu'il y a une dérive. Donc s'il y a une dérive du type Bicorp, etc., alors Bicorp étant plutôt sérieux, mais qui a finalement des marques ingrédients ou des marques labels qui sont moins sérieuses, il est possible en effet que l'État s'en mêle, mais à ma connaissance, il n'y a rien dans les tuyaux aujourd'hui. Alors, autre question de M. De Foucault, pour reprendre la question d'Emmanuel, ne voyez-vous pas un risque des anciennes comme Michelin, Carrefour, voir les verts contenir ce qu'on pourrait pour légitime comme ça, au contraire. Les victimes, d'accord, oui, d'accord. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Carrefour, alors on peut faire confiance à Alexandre Bompard, mais que Carrefour s'engage vis-à-vis de ses consommateurs, de ses salariés. On va essayer vraiment d'accompagner cette transition alimentaire. On va essayer d'être le premier, on va essayer d'être les meilleurs. On va mettre du bio partout, on va mettre du vrac, etc. Comme on est déjà une société de service, c'est déjà compliqué. Moi qui fréquente un peu Carrefour, je peux vous assurer que les produits vrac, il faut les chercher, savoir où ils sont. Que les produits bio, quelquefois, alors ils essayent, hein, quelquefois sont séparés, quelquefois sont avec les autres. Alors quand ils sont séparés, je suppose qu'ils en vendent moins. Donc quand ils mettent avant les autres, il y a une confusion. Et donc il y a en effet un risque qui existe et qui est important, qu'à un moment ou un autre, un groupe de citoyens, une ONG leur tombe dessus, parce que nécessairement, sauf si Carrefour décide de devenir exemplaire à tout type de niveau, donc de bannir, disons, Nutella, de bannir Coca-Cola et consorts, si vous voulez, ils sont en risque. S'ils disent, c'est notre défi et on veut être les premiers en transition alimentaire, tant que tu continues de vendre certains produits, il n'y est pas. J'avais accompagné il y a, je sais plus, une dizaine, quinzaine d'années, Botanique, qui est une enseigne de jardinerie beaucoup en région Rhône-Alpes, hein, qui est née du côté de Grenoble. Hein. Et donc, quand la décision a été prise, alors on n'appelait pas ça raison d'être, entreprise à mission, mais qui était d'affirmer un positionnement qui était un positionnement pro-environnement. La première chose qu'ils ont fait, ils ont dit dans 2 mois,
il n'y aura plus de Roundup, il n'y aura plus d'intrants, il n'y aura plus de désherbants chez nous. Hein, et ça correspondait à pas loin de 5% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire, du jour au lendemain, ils vont dire, OK, ben, on se prive de 5% du chiffre d'affaires, mais nous, notre raison d'être, c'est que on ne peut pas faire jardinerie, on ne peut pas être jardinier, et on ne peut pas en même temps polluer le sol. Donc, les intrants polluants, ben, nous, on les vendra pas. Ouais, on voit l'engagement, enfin, on voit bien que, moi, je connais pas mal d'enseignes, évidemment, donc, à chaque fois, de s'interroger là-dessus et de se dire, qu'est-ce que ça veut dire, en termes de modèle économique? C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, pour des raisons commerciales, de plus en plus, de toute façon, il faut être différenciant. Donc ça, c'est pas un sujet de mission au départ ou de raison d'être. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une question de survie d'entreprise, de trouver sa place, donc il faut être différenciant. Dans un monde où chacun copie un peu tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a, bon, il faut être le premier pour être différenciant, et puis après, c'est pas obligatoire simple. Et là où, effectivement, il ne faut pas se tromper dans le raisonnement, puisqu'il faut à la fois emmener ses équipes, à la fois convaincre ses actionnaires, parce que ça peut avoir des conséquences économiques à court terme, sauver de résultats à court terme notamment, et puis d'être durable dans le temps, et d'être capable d'avoir un modèle économique qui évolue. On voit bien que le sujet, il est quand même pas, enfin, il est motivant, intéressant et sans doute obligatoire, mais il n'est pas si simple. Et en tout cas, il ne faut certainement pas se précipiter à avoir des conclusions hâtives, compte tenu de ce que ça peut avoir comme conséquence dans le temps. Oui, c'est pour ça que j'arrivais un petit peu en préconisation à la synthèse, hein, qui est de dire, le job, il faut le faire. Hein. Sinon, l'enseigne risque de connaître le sort qu'ont connu un certain nombre d'enseignes, hein, puisque si le consommateur dit elle sert à rien, hein, elle n'est pas utile, elle sert à rien, elle n'apporte rien, ben elle va disparaître. Donc, le travail, il faut le faire. Et il faut le faire aussi sérieusement que si, dès le premier jour, on avait inscrit entreprise à mission dans ses statuts et sur son cabis. Et après, se poser la question, est-ce que on peut se permettre d'aller complètement jusqu'au bout et donc de remettre en cause le modèle ou non? Ouais. Et pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui me motive hein, aujourd'hui quand j'accompagne une entreprise en disant bon, on verra, on a le temps, hein, parce que très vite, très souvent, il y a un président qui a envie de dire ben, on va l'inscrire. Ok, on va déjà faire le job. Ça va nous prendre 6 mois, un an et demi. Bon, on va faire le job. Et quand on sera aux 2/3 du job, on va se reposer la question. On n'est pas obligé d'attendre d'être complètement jusqu'au bout. Et en particulier de trouver un élément, comme tu dis, qui est à la fois différenciant et qui est sociétal ou environnemental. Hein. C'est-à-dire différenciant, tu vois, tu pourrais dire une enseigne. Moi, hein, un petit peu comme a fait le peintre Klein, moi c'est le bleu. D'accord? C'est différenciant. Tout ce que tu vas proposer, tu auras toutes les nuances de bleu. Mais en même temps, c'est pas du tout, alors c'est un storytelling, mais c'est pas une raison d'être au sens de l'entreprise à mission. Qu'est-ce que ça apporte que tous les produits soient bleus? Hein, ben c'est joli, il y a toutes les nuances de bleu, etc. Mais finalement, si tout en bleu, c'est un bleu qui pollue énormément après quand il part dans la nature et qui est fait à base de produits polluants, ben, c'est pas du tout dans cette logique d'entreprise à mission. Et donc c'est toute la difficulté puisque, vous voyez, je vous ai choisi 9 thématiques, alors il y en a d'autres, hein, mais qui ont été préemptées et qui m'ont semblé pertinentes chez Elisabeth Laville, hein, dans les propositions des marques positives d'Elisabeth Laville. Très vite, on va tourner en rond. Hein, c'est-à-dire qu'une enseigne de vêtements aura pris le vegan, donc
rien contre l'animal et tout pour le bien-être animal. Et tu peux dire une partie de mes profits vont aller à la SPA par exemple. Bon. Et donc, très bien. Alors la deuxième qui voudra aller là-dessus, ça va être rapidement un MeToo, donc elle sera plus différenciée. Ok. Alors je vois deux questions. Alors il y en a une, je ne sais pas si tu peux y répondre. Alors, si on peut, puisque ce sont des ex-marques, est-ce que selon toi, il y a des marques qui ont disparu faute de raison d'être, ou parce qu'elles n'avaient plus de raison d'être dans le temps. Moi, je sais que on travaille beaucoup là-dessus. On l'a fait avec toi, c'est sur le temps des marques dans le temps, Ouais. le cycle de vie des marques, etc. Est-ce que de fait, la raison d'être, elle peut disparaître avec le temps, par exemple, ou est-ce que les marques ont disparu par manque de raison d'être? En fait, c'est tout le travail qu'on a fait. C'est tout le travail qu'on a fait cette année de passer de l'enseigne à la marque. Une enseigne a une raison d'être, c'est tout sur le même toit. C'est la raison d'être même de l'enseigne. C'est-à-dire, je vais dans une enseigne et j'ai pas besoin d'aller ailleurs. J'ai tout sur le même toit et donc très bien. Mais on n'a pas d'aspérité. D'où le fait qu'aujourd'hui, dans les grandes enseignes alimentaires, qui ne sont pas chez Procos, mais on les connaît bien, donc c'est facile de les citer, puis comme elles ne sont pas chez Procos, on va fâcher personne. Voilà, on va fâcher personne. D'où le fait que entre Leclerc, Auchan, Carrefour, Intermarché, alors Intermarché ont développé presque dès le départ une raison d'être, qui sont un mode de fonctionnement qui devient une raison d'être, des indépendants, chez Système U, beaucoup de local, chez Intermarché, un peu de local, et ils ont très intelligemment fait de ce qui était perçu comme un handicap, ils en ont fait un avantage. Le handicap, puisqu'ils avaient beaucoup poussé le fait qu'ils avaient intégré verticalement la pêche, la viande, je sais pas, énormément de filières, où ils avaient créé leur NBD qui était très forte. Donc, qui longtemps a été perçu, parce qu'eux-mêmes le vivaient comme tel, comme une lacune, comme un handicap, d'avoir 50% du rayon avec leur marque de fromage et de laitage, ou avec leur marque de poisson, etc., et leur conserve de poisson. Et aujourd'hui, ils l'ont revendiqué. Et ils ont dit, comme nous on est local, comme nous on est à la fois producteur et distributeur, eh bien il y a moins de manipulation, etc. Et donc, ils en ont fait. Donc ces deux-là sont un peu à part. Intermarché a poussé, comme je l'ai dit, encore plus loin le discours, mais Système U l'avait fait pas mal. Mais les trois autres, Auchan, Carrefour et Leclerc, on pourra ajouter Cora quand on regarde les chiffres de LSA. Leclerc s'en sort un peu, mais pas extraordinairement. Et Carrefour, Auchan, c'est compliqué. D'où le fait qu'ils reviennent à très forte proximité. On voit ce que fait Carrefour. Ils essayent d'ouvrir partout en centre-ville. Quand ils peuvent, quand ils trouvent 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, ils essayent d'ouvrir des mini Carrefour, globalement, qui sont et de jouer complètement la proximité, là où ils s'étaient éloignés, ils étaient partis en périurbain. Et donc, ils souffrent énormément. Pour répondre à ta question, ou à la question qui était posée, les entreprises dont le consommateur, alors aidé par le storytelling de l'entreprise, ne voit pas la raison d'être, c'est des enseignes ou des marques qui ont disparu ou qui restent de disparaître. Dans celles qui disparaissent,
c'est que les gens se disent ça sert à rien. Hein, et on revient à la question, à quoi on sert. Oui, parce qu'en fait, on peut ne servir à rien au fil du temps parce que quelqu'un d'autre est venu proche de nous comme servant davantage. C'est-à-dire qu'on peut être squeezé, à un moment donné, on peut poussé aussi un peu dehors. En fait, à l'origine, je ne connais pas d'enseigne, hein, je ne suis pas de marque, hein, d'enseigne, qui n'ait pas défini sa raison d'être. Et la plupart ont défini une raison d'être, hein, si on parle de la mode, qui était autour de la mode accessible. Hein, c'est-à-dire que tu t'habilles plus dans un sac, tu t'habilles dans des produits tendance de mode, etc. Mais en même temps, bah, tu n'as pas besoin de mettre 300 euros ou 3000 euros, tu peux mettre 30 euros ou 60 euros. Sauf que dans cette logique, on s'aperçoit, lié à des produits d'export, d'import, eh bien, on trouve toujours un mieux disant ou un moins disant au niveau financier. Et c'est ce que tu dis, donc, hein, immédiatement, un moins disant qui arrive parce qu'il est plus jeune, plus actif, plus ado, et qu'en plus, il y a un problème de génération, c'est-à-dire que la femme qui a aujourd'hui 40 ans, avait trouvé, quand elle était ado, chez Jennifer, une enseigne qui était pour elle, qui était différente des enseignes de sa mère. En termes d'ambiance, en termes de look, en termes de produits, en termes de prix, etc., elle avait trouvé. Sauf que sa fille, hein, elle ne veut pas la marque de maman. Et donc, c'est l'arrivée d'un nouveau Jennifer qui va arriver, qui va en effet chahuter, culbuter Jennifer sur son propre positionnement. Alors, si Jennifer arrive à tenir le coup, elle risque de retrouver la petite fille. Hein, il y a un cycle, non seulement de marque, mais des consommateurs et des consommatrices. Surtout sur les éléments sensibles, où la seule raison d'être ou justification, c'est de dire, c'est d'être à la mode comme les copines. Ouais. Ok. Alors il y a deux questions. Il y en a une sur les organismes certificateurs, enfin les organismes tiers certificateurs des entreprises à mission. Là, on a parlé du Bicorp. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a des organismes qui existent de certification sur ce sujet, entreprises à mission. Ça, c'est la première question. La deuxième, vas-y. Oui. Vas-y, celle-là. Vas-y. Pardon. Oui, la deuxième n'a rien à voir. Et là, je pense que je pense pas que ce soit, enfin, la question c'est, à quelle raison d'être pourrait-on associer l'omnicanalité? Là, je pense qu'on mélange des sujets, c'est-à-dire que, peut-être que je pense que l'omnicanalité n'est pas une raison d'être, sauf à dire, accéder à mes produits partout où vous êtes, mais je pense que c'est vrai tellement de gens que ça paraît difficile. Par contre, est-ce que la notion d'omnicanalité, c'est-à-dire de combinaison magasin et des outils plus intrusifs comme le e-commerce ou le smartphone, peut changer ou change le rapport à l'environnement, donc à la manière de définir qui on est ou pourquoi on est là. Alors, à la première question, je compléterai sur la présentation, là, on est entre nous avant qu'elle vous soit envoyée, quelques organismes complémentaires, sachant que il y a des organismes, entre guillemets, certificateurs, hein, des types Bicorp, mais je vais prendre un exemple qui me vient en tête, qui n'est pas le meilleur, mais il me vient en tête. Donc, Lafarge, qui fait du ciment, comme on sait, et le ciment, c'est très polluant. Donne beaucoup d'argent depuis longtemps au WWF.
qui n'est pas un organisme certificateur, mais qui peut être une manière de caution en disant, ok, ils ont conscience que leur produit de base, c'est vraiment pas top pour la planète, et ils essayent de se racheter. Hein. C'est toute la logique du prix du carbone, du rachat du prix du carbone qui est un peu compliqué, donc là-dessus. Mais je regarderai, puis je vous ferai une slide un petit peu spécifique là-dessus, puisque je n'ai pas regardé de façon exhaustive cet élément, et on le joindra en tout cas au dossier que nous recevons. Alors moi, juste avant de te laisser poursuivre, juste pour info, puisqu'on est partenaire et que sur le sujet du retail, sur l'actif, alors c'est pas uniquement sur une notion d'entreprise en mission, mais il y a toute une démarche qui est faite par le club enseigne responsable, enfin, ou commerce responsable, si j'ai compris ça mal, qui forcément dans sa démarche, parce qu'en fait tout ça c'est une démarche, c'est plutôt sur la RSE, mais dans la démarche, évidemment, à un moment donné, doit traiter du sujet de la raison d'être à minima. C'est des labels, effectivement, qui intègrent beaucoup d'autres choses, et qui aussi sont dans une logique de démarche pour faire rentrer cette notion de mission et de raison d'être dans une démarche plus globale, parce qu'en fait, un des sujets que tu as largement dit, Georges, c'est que c'est pas juste de définir une raison d'être d'un côté, et puis ensuite de faire le business comme avant, c'est de définir une raison d'être, mais aussi, ensuite, du coup, de remettre en cause tout le fonctionnement, éventuellement abandonner des gammes de produits, faire en sorte que transformer l'entreprise. Oui, absolument. Et donc, alors, ce qu'il faut savoir, si on regarde, pour revenir à cette première question, si on regarde ce qui s'est passé avec le bio, il y a un exemple qui a 15 ans d'avance, globalement, sur la raison d'être. À la sortie, il y a un ou deux certificateurs qui s'imposent. Il y a des dizaines de labels qui tournent autour du bio, et puis il y a le AB qui s'impose, même s'il y a des batailles européennes, françaises, etc., qui polluent un peu la chose, mais le public finit par faire confiance à un label, parce que la multiplication des labels crée de la confusion et crée de la défiance, hein, en quelque sorte. La guerre de s'appuyer sur un label qui, entre guillemets, n'a pas la puissance pour parler au public, ça sert pas à grand chose. C'est souvent beaucoup d'efforts, mais ça sert pas à grand chose en termes de communication. La deuxième question, l'omnicanalité. Alors moi, je dirais deux choses dessus. Si, en premier sentiment, hein, si j'intervenais comme consultant sur un sujet comme ça, je dirais, bon, la première idée, c'est la simplicité. Et qui est une vraie demande, une vraie recherche. Arrêtez de nous faire un monde compliqué. On veut un monde simple. Donc, quand j'ai été voir un jean sur le site, quand j'arrive en magasin, alors c'est des efforts énormes, hein, la vendeuse sait immédiatement que j'ai été voir un jean sur le site. Alors, ça oblige à passer par des choses qui aujourd'hui ne sont pas acceptables, hein, qui sont quasiment de la reconnaissance faciale, enfin, etc. Là, c'est de la simplicité. Et la deuxième chose, qui rejoint un peu ce qu'on est en train de dire, c'est presque le contraire, c'est de la sophistication, on dit, on te reconnaît. Et donc, c'est un peu lorsque j'arrive dans un hôtel et on dit bonjour Georges, comment vous allez j'ai vu que vous veniez, vous aviez pris l'avion pendant 4 heures, est-ce que vous n'êtes pas trop crevé, etc. Bon. Hein. Et donc, il y a cette logique de reconnaissance qui est le contraire presque de la simplicité. Hein, le premier étant certes une reconnaissance, mais je dirais sur l'acte d'achat, et le deuxième, c'est sur la personnalité que ça peut se faire. Mais pour développer autour de l'omnicanalité, ça signifie que il faut aller jusqu'au bout de la démarche.
qui est généralement rarement le cas. Hein, même si les enseignes elles, font un lien, mais alors tant que quand j'arrive en magasin, quand j'ai été sur le site, visiter un produit, tant que j'ai pas donné mon nom, etc., on me reconnaît pas automatiquement. Ouais, ça c'est une vraie difficulté pour les magasins, puisque comme tu dis, pour autant, on n'est pas sûr qu'on ait tous envie d'être reconnus quand on va dans le magasin. C'est une ambiguïté en fait. Quelle est la question à poser pour reconnaître au plus tôt le client? Et pas simplement en caisse à la fin. C'est ça. Okay. On a un peu ce que nous dit la Maïf, hein, on a décidé d'être très attentif à nos clients. Ouais. Donc c'est un vrai challenge hein, pour les enseignes. C'est un vrai challenge. Et là, en effet, une enseigne qui dira on va s'occuper chez nous de vous comme si vous étiez la princesse de Galles. C'est un vrai positionnement. On va devoir s'arrêter. Moi, du coup, si tu me tentes à poser une dernière question, s'il n'y en a pas d'autres, en fait, c'est est-ce que tous ces discours, la raison d'être, est-ce qu'elle doit, et donc à la fin, comment elle est mise en œuvre en termes de communication, la mission, est-ce qu'en final, ça veut dire quand même que tout ça est défini avant tout vis-à-vis d'une clientèle fidèle, plutôt que vis-à-vis du monde entier, quoi. Est-ce que tout ça, on parle à la société ou est-ce qu'on parle à un type de clientèle qu'on cherche à fidéliser? Non, normalement tu parles à la société. D'accord. Normalement tu parles à la société parce que regarde les marques véganes qui sont nées récemment dans le domaine textile. Globalement, elles n'existaient pas avant. Ouais. Elles ont dit à la société, toi, tu veux plus qu'on tombe des moutons, on ne sait pas comment on les tond, etc., pour avoir de la laine, etc. Et il existe un truc qui s'appelle du coton, qui s'appelle du lin, et qui touche pas du tout à l'animal, et je parle pas de fourrure, hein, mais et donc par conséquent, viens chez moi. Alors, naturellement, comme tout marketing, après, il y a un cœur de cible qui se fabrique. Et on est obligé d'avoir un marketing intensif, c'est-à-dire de conforter notre cible en disant vous avez bien raison d'être client chez nous, et en même temps de continuer d'aller chercher en extensif de nouveaux clients. Parce que si on conforte notre cible, ça donne, on parlait d'entreprises qui ont disparu, comment s'appelle ça? Ça donne Sonia Riquienne, hein, où il y avait une manière de club de clients fidèles, et quand Sonia elle a vieilli, globalement les clients fidèles elles vieillissaient, et à un moment ça s'est arrêté. Ouais. Ok, donc on pourrait durer des heures. En fait, surtout, c'est un message moi par rapport aux enseignes qui sont encore en ligne. Il n'y a plus qu'un, donc bonne réflexion. En tout cas, avec Georges, je pense qu'on continuera. Enfin, moi, c'est mon souhait en tout cas de reparler de ces sujets dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Georges pour tous ces éléments. Merci aussi à chacun et à chacune d'entre vous d'avoir assisté, d'être resté jusqu'au bout. Il y en a quelques-uns qui nous ont abandonnés il y a quelques minutes parce que le temps passe. Donc on va respecter l'engagement. On vous adressera de toute manière l'ensemble des documents présentés par Georges, le petit leaflet qui était le résultat de notre travail collectif, et puis l'enregistrement de l'échange de ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Georges, merci à toi et puis à très bientôt. Merci à votre invitation et j'espère avoir répondu à la plupart des questions. Comme il n'y a pas eu trop de questions, peut-être que j'ai répondu à une partie des questions que les gens se posaient. Merci à votre
s'il y en a qui s'opposent après avoir laissé tout ça reposer côté des enseignes, eh bien, on pourra refaire quelque chose plus ciblé avec Oui, toi. et puis n'hésitez pas, j'ai laissé mon mail, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez, comme c'est mon cas, un peu d'esprit d'escalier, et que ce soir ou demain matin, vous me disiez, tiens, j'aurais dû poser cette question, donc n'hésitez pas, vous l'envoyez ou à Focos ou à moi-même, et on triangularisera tout ça. Merci à vous et bon appétit.